finisseur, lâchez les larmes. Wow! Ring the bells for the BTL, for the new team on the finish line. Les hommes skillés, au-dessus du miracle. On est samedi 28 août 2021. Je suis à Chamonix pour l'arrivée d'un des ultra-trails les plus durs au monde, la PTL. Cette petite trotte à Léon, 310 km, 25 000 mètres de D+, 5 fois le Mont Blanc, et juste hardcore. Après 130 heures d'efforts, à 18h44 précisément, l'équipe des obstinés franchit la ligne d'arrivée. Et moi, je suis là, avec mon téléphone, en train de les filmer. J'ai la gorge qui se serre, les émotions qui viennent en moi, les larmes qui montent, et je me dis que j'ai un privilège immense qu'un de ces trois types soit mon papa. Ça fait 20 ans que je regarde mon papa faire ses exploits sportifs et terminer tous ses ultra-trails. Pas un abandon. Et ça fait 20 ans que j'ai un rêve en moi, celui d'en faire un avec lui et avec mes frères. Et puis ce jour-là, une émotion vivace me saisit. Et je me dis, punaise, mais je vais avoir 30 ans, mon père en a 57, il va pas faire un ultra-trail à 70 ans. Et donc là, la question qui se pose, c'est, ok, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'avec mes frères, on reste encore dans nos canapés pendant 13 ans et puis on regarde notre père faire ses ultra-trails et puis tant pis pour notre rêve? Ou est-ce qu'on s'inscrit maintenant et on fait un ultra-trail mythique avec lui? Et c'est à Noël que tout a basculé, que notre rêve est devenu un engagement et que notre père nous a offert de s'inscrire tous ensemble à la Diagonale des Fous, un des 3 trails les plus mythiques au monde, 169 km, 10 200 mètres de D+, comme 2 fois le Mont Blanc. Et là, on avait 10 mois pour se préparer. 10 mois plus tard, le 19 octobre 2023, on est sur la ligne de départ. Il est 21h précise, le décompte commence dans 5, 4, 3, 2. Il y a mon père qui nous tient comme ça, tous par l'épaule, il nous serre fort. Il nous regarde dans les yeux, il dit rien, mais ses yeux parlent pour lui. Et en gros, ça nous dit, on va souffrir. On va souffrir très fort, mais on va tenir. Et on va trouver un moyen d'arriver au bout tous ensemble. Et là, les 62 heures qui ont suivi ont été la plus grande leçon de vie que j'ai jamais prise. Ça a été extrêmement dur, mais on l'a fait. On est tous arrivés au bout de cette Diagonale des Fous. 62 heures. Et c'est ça qui me permet aujourd'hui d'être là, face à vous, et de répondre à la question « rester ou partir ». Ce que vous voyez pour moi, une carrière, c'est comme un ultra-trail. C'est long. Et quand la question « rester ou partir », en fait, pour moi, c'est un peu la question « est-ce que rester, c'est de l'entêtement face à la difficulté? Est-ce que partir, c'est de la lâcheté? Et si rester, c'est ne pas abandonner? Si rester, c'est tenir son engagement? Alors la question, ça devient comment faire? Comment rester? Pour vous, j'ai 3 clés ce soir. La première, c'est l'entraînement. La deuxième, c'est que vous vous sous-estimez tous. Et la troisième, c'est la vie est une chaise. Mystère. La première clé, l'entraînement. Quand on s'est inscrit à la Diagonale des Fous, on avait 10 mois, je vous l'ai dit. Tous les coachs sportifs nous ont dit que c'était de la folie, que pour faire un ultra-trail comme ça, quand on n'avait rien fait avant, il fallait 3 ans. Mon épouse a entendu ça. Elle m'aime beaucoup, elle a peur pour moi. Donc elle m'a dit que j'étais fou, qu'il fallait absolument pas qu'on fasse ça. En plus, elle m'a dit que bah oui, mais Raphaël, t'as une boîte à faire tourner, tu vas même pas avoir le temps de t'entraîner. Alors 3 ans déjà c'est chaud, mais alors en 10 mois laisse tomber. Puis on habite à Paris. Paris c'est plat. La plus grande montagne de Paris, c'est Montmartre, 37 mètres d'ascension.
Mais on avait tous comme ça des problèmes à régler, mais il fallait qu'on s'adapte. Donc je suis passé en 100% télétravail. J'habite pas très loin de Montmartre. Tous les déjeuners, j'allais faire Montmartre en boucle. Des centaines et des centaines de fois. J'ai même eu sur Strava le badge de la Local Legend, parce que sur les 3 mois, j'étais le mec qui avait fait le plus de fois Montmartre au monde. Bref, ça c'était de l'impro. Mais en gros, il n'y avait pas le choix, il fallait qu'on trouve comment s'entraîner. Et quand je faisais chacune de ces 222 marches de Montmartre, à chaque fois, il y avait un truc qui me restait en tête. C'est le temps qui nous restait pour réaliser notre rêve. Et personne ne pouvait s'entraîner pour nous. Et c'est pareil dans la vie pro, pareil dans votre carrière. Personne ne s'entraînera pour vous. Personne ne préparera votre entretien d'embauche pour vous. Personne ne préparera la présentation avec tout vos N+1000 pour vous. Personne ne fera décoller votre carrière pour vous. Et j'entends souvent que, oui, il faut sortir de sa zone de confort, etc. Sous-entendu, je vais y aller au talent. C'est faux. Il faut sortir de sa zone de confort à l'entraînement. C'est à l'entraînement qu'il faut tout tester. C'est pas le jour de la course que j'ai eu des nouvelles baskets qui allaient me faire des ampoules. C'est pas le jour de la course que j'ai testé un nouveau sac parce qu'il serait plus confort. Il allait m'irriter ailleurs, ça allait peut-être pas être bon. J'allais tester des nouvelles barres, ça se trouve, je les digère pas et puis hop, je vomis. La moitié des abandons, c'est à cause de vomissements pendant la course. C'est pas possible. Même mon caleçon, j'allais pas mettre un nouveau caleçon parce que peut-être que j'allais m'irriter l'entrejambe. Donc, retenez bien la première clé. Entraînez-vous. Et surtout, personne ne le fera pour vous. Et sortez de votre zone de confort à l'entraînement seulement. La deuxième clé, c'est que vous vous sous-estimez. Je l'ai dit, une carrière, c'est comme un ultra trail, c'est long. Là, ça a duré 3 nuits blanches, une dizaine de montagnes à gravir, 62 heures d'effort. Pendant tout ce temps-là, il y a des hauts et des bas. Pendant tout ce temps-là, il va y avoir des moments où vous allez vous sentir pousser des ailes. Vous avez plein d'énergie, vous doublez des concurrents, le moral est bon. Pareil dans la vie pro. Vous allez avoir des moments où vous allez être promu, où les projets se passent bien, peut-être même vous allez être fast-tracké. Et puis il y a des moments, au contraire, vous avez l'impression que tout le monde vous double. Vous n'êtes pas promu. Les projets sont trop grands pour vous, vous n'avez plus d'énergie, vous êtes vidé. On a tous eu notre lot de pépins pendant la course. Moi, par exemple, dans la descente jusqu'à Sillaos, la descente du bloc, j'ai eu un moment, un kyste poplité derrière le genou qui a rompu. Déversement de liquide synovial dans ma jambe. Mon mollet a doublé de volume, comme si on avait soufflé dans un ballon de baudruche et que j'avais une cuisse à la place du mollet. Tous, on a eu des trucs. Mon cousin, il a eu de l'aponévrose plantaire. Puis à la 3e nuit blanche, les pierres se sont transformées en visage qui commence à lui parler. Et celui qui a eu la palme du plus gros pépin, c'est mon petit frère Adrien. Alors lui, on était au 40e kilomètre, dans l'ascension jusqu'au Piton des Neiges. Et là, d'un coup, il est frappé par ce qu'on appelle le syndrome de l'essuie-glace. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le syndrome de l'essuie-glace, il n'y a pas de douleur plus horrible que ça. Votre jambe se transforme en jambe de bois, vous ne pouvez plus plier la jambe. Et là, on était au kilomètre 40. Il reste 130 bornes. Donc là, on a le choix de se dire, punaise, 130 bornes, une jambe de bois, ça va être chaud. Et après les 10 mois de sacrifice et d'entraînement, pour Adri, c'était hors de question d'abandonner. Hors de question de briser son rêve et de briser le nôtre au passage d'ailleurs, de faire cette diag tous ensemble. Et donc, il a switché en mode technique des petits pas. Et la seule chose qui pouvait l'arrêter, c'était la barrière horaire, celle qu'on surnomme dans l'ultra trail la faucheuse. Donc, la barrière horaire, pour ceux qui ne connaissent pas, le principe, c'est qu'à chaque ravitaillement, vous devez arriver avant un certain horaire. Si vous n'y arrivez pas, vous êtes éliminé d'office. Donc on s'est dit, ok, on va ralentir. Donc j'avais mon frère comme ça, avec sa jambe de bois. Et puis on va aller comme ça, de ravito en ravito, en essayant d'arriver à l'heure. Et puis si on arrive à l'heure, ensuite on voit ce qui se passe. Puis comme ça, de ravito en ravito, de pointage en pointage, on est arrivé au bout. Au boulot, c'est pareil. Vous allez avoir des projets qui vont vous submerger, des objectifs trop grands pour vous. Vous allez parfois vous sentir dépassé. Une carrière, c'est long.
Et il y a la même technique. En langage corporate, on l'appelle la technique ABZ. La technique ABZ, c'est de vous dire, quand vous avez un gros projet, A, c'est la tâche c'est là où vous en êtes aujourd'hui. B, c'est la prochaine tâche, aussi petite soit-elle. Et Z, c'est l'arrivée, le but final. Et on ne pense pas à tout le reste de l'alphabet, que A, B, Z. Donc on va de A en B, le B devient votre nouveau A, on va au prochain B, qui redevient votre nouveau A, etc. Et sans vous en rendre compte, vous allez arriver à faire tout l'alphabet et faire votre Z. La troisième clé que je voulais vous partager, c'est la vie est une chaise. Parce que on peut avoir toutes les techniques ABZ du monde, il faut être lucide, on n'est pas tous aussi résistants. Et donc il faut prendre de l'épaisseur. La vie est une chaise, c'est une phrase que me répète mon père depuis que je suis tout petit. Donc il faut imaginer que votre vie, c'est une chaise qui a 4 pieds. Et puis ces 4 pieds, ça va être par exemple votre famille, vos amis, votre boulot, vos passions. L'idée, c'est d'investir dans les 4 pieds. Parce que le jour où il y en a un qui cède, vous avez encore 3 pieds. Avec 3 pieds, vous pouvez faire un tabouret, c'est super stable. Votre vie ne s'effondre pas. Moi, j'ai de la chance, parce que mon père me dit ça depuis que je suis tout petit. Ça fait 30 ans que j'essaie de construire la chaise la plus solide possible. Et c'est cette chaise qui m'a permis d'arriver au bout de la diagonale des fous. Je pense que vous ne pouvez même pas imaginer le nombre de messages que j'ai reçus sur WhatsApp, des milliers de messages pendant les 62 heures, que je pouvais lire et relire quand ça allait pas bien, qui m'ont permis de tenir. Mieux encore, j'ai mon épouse qui est dans la salle, Anna. Anna, merci. Parce que quand j'étais vraiment au fond du trou, dans l'enfer de Mafat, kilomètre 132, je ne savais même plus comment je m'appelais. J'arrive au ravito, à 2 bras, et là j'ai Anna, mon épouse, qui est là, qui m'attend, qui me dit les mots qu'il faut, qui m'aide à me ravitailler, et puis je retrouve peu à peu de la lucidité et de l'énergie, suffisamment pour aller au bout de la course. À l'inverse, il va y avoir des gens qui vont n'investir que dans un seul pied. Alors un seul pied, c'est possible, hein. On peut faire l'équilibriste comme ça, comme le cirque, tenir hyper longtemps si on est super chaud. Sauf qu'un seul pied, le jour où il cède, votre vie s'effondre. Je vous l'ai dit, une carrière, c'est long. En 50 ans, si vous avez jamais un boss de merde, c'est un miracle. Si vous avez jamais une équipe compliquée à gérer, c'est un miracle. Et quand ça se passe, c'est là où votre vie s'effondre si vous avez tout mis dans le boulot. J'ai plusieurs amis qui ont fait des burn-out. J'en ai un très très proche, un de mes associés, Thibaut, notre CTO. Quand on a créé la boîte, c'est à Montpellier. Quand on a créé la boîte, pour lancer la boîte, il voulait s'investir, il est venu à Paris. D'un coup, il a perdu sa famille, ses amis. À Montpellier, il faisait du tir à l'arc, sa passion. À Paris, il voulait s'investir dans la boîte, il a arrêté le tir à l'arc. Il lui est resté sa copine. Et sa copine, au bout de quelques mois de relation à distance, ça a cassé. Il lui est resté plus qu'un pied. Il s'est mis à faire l'équilibriste. Le boulot où au moins là-bas, tout se passait bien. Il s'est réfugié dans le travail et tout se passait bien jusqu'au jour où on a recruté. Parce que, Titi, désolé si à un moment tu regardes ce TED, j'espère que tu n'en voudras pas. Tu es un super codeur, tu développes super bien, mais tu n'es pas le roi du management. Et quand on a recruté 3-4 devs juniors, les choses sont compliquées. Pour son dernier pied, et son pied a commencé à céder. Ça n'allait pas aussi vite qu'il voulait. Il passait son temps, au lieu de coder, à reprendre le code des juniors. Puis comme ça allait moins vite que quand il était tout seul, il se mettait à bosser la nuit. Et puis peu à peu, il est entré dans un engrenage. Et puis il est devenu plus lucide. Et quand nous, on s'en est rendu compte et qu'il nous en a parlé, et bref, on a vu tout ça, c'était trop tard. Et il a fait son burn-out. Et donc on lui a demandé de prendre du recul sur la boîte. On a dû lui couper l'accès au mail parce qu'il voulait continuer de bosser. C'est ça aussi les vrais burn-out. Les gens veulent continuer de bosser, ils sont plus lucides, mais ils veulent continuer de bosser, ils n'ont plus que ça. On lui a demandé de retourner à Montpellier. On a dû lui couper son accès au mail, on a dû lui couper l'accès au chat de l'entreprise et on lui a demandé qu'il se refasse la cerise quelques mois. Au bout de 6 mois, peu à peu, il avait repris de l'épaisseur, il avait reconstruit sa chaise, il avait revu sa famille, il avait revu ses potes,
il s'était retrouvé une nouvelle copine, et peu à peu, on l'a réintégré dans l'entreprise. En apprenant de nos erreurs, évidemment, il est resté à Montpellier en 100% télétravail. Puis surtout, on n'a plus recruté de dev junior sous lui. Maintenant, tout se passe très bien. Si je veux que vous reteniez une chose de ce TED, c'est que si vous avez vraiment un rêve, que ce soit pour votre carrière ou un projet perso, surtout ne laissez personne vous dire que c'est impossible. Et pour rendre l'impossible possible, souvenez-vous de ces 3 clés. L'entraînement, personne ne le fera pour vous. La vie est une chaise. Et la 3e, c'est que vous vous sous-estimez. Merci.